Bonjour à tous et bienvenue sur Quentin Dubois Photographie. Aujourd'hui, nous allons parler du triangle d'exposition. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Si vous vous intéressez à la photo depuis un temps certain maintenant, vous avez très certainement déjà entendu parler des termes de diaphragme, ISO et vitesse d'obturation que l'on appelle aussi temps de pose. Ces trois éléments régissent ensemble les mystères de la photographie manuelle. Pourtant, il n'est pas très compliqué d'apprendre à les utiliser et quels seront les impacts sur votre photo en utilisant une certaine association de réglages plutôt qu'une autre. Pour le reste, il n'y a que le temps et la pratique qui vous permettra d'utiliser votre boîtier au maximum de ses capacités. Commençons avec le diaphragme. Il est le volet composé de lamelles que vous pouvez observer à l'intérieur de votre objectif. Il s'ouvre et se ferme afin de laisser passer plus ou moins de lumière dans votre réflexe. L'ouverture maximale de votre diaphragme est définie par le petit chiffre qui suit le F et qui est indiqué directement sur votre objectif. Voici comment se compose l'échelle des diaphragmes. Le premier échelon est défini par le chiffre 1. C'est la plus grande ouverture possible pour un objectif. Ces optiques sont extrêmement rares et donc extrêmement chères par la même occasion. Ensuite vient l'indice 1.4. Les optiques qui ouvrent à des valeurs qui s'approchent de 1, on considère souvent en dessous de 2.8, sont dites lumineuses. Ce sont souvent des optiques relativement chères mais qui sont très appréciées des photographes dû à leur capacité d'adaptation en basse luminosité. Au-delà de 1.4, il suffit tout simplement de multiplier par 2 l'indice qui venait juste avant. Donc on avait donc 1, on multiplie par 2, on arrive à 2. Avant 2, on avait l'indice 1.4, on le multiplie par 2, on arrive à 2.8, et ainsi de suite. On aura donc ensuite 4, 5.6, 8, petite exception après, on n'a pas 11.2, mais on arrondit à 11, ensuite 16, 22, 32. À chaque fois que vous passerez à l'échelon suivant, vers un indice F donc plus élevé, vers la droite pour vous, vous laisserez entrer 2 fois moins de lumière dans votre objectif. A l'inverse, en passant un échelon vers la gauche, vous multiplierez par 2 l'intensité lumineuse qui entrera. Petite parenthèse, il est tout à fait possible que vous croisiez des diaphragmes qui sont compris entre les valeurs prédéfinies ici. Par exemple, les diaphes 1.2, 1.8, 3.5 sont relativement courants. Il suffit tout simplement de remettre l'indice au bon endroit dans l'échelle que je vous présente ici. Un diaphragme de 3.5 est tout simplement compris entre 2.8 et 4. Vous l'aurez donc déjà compris, mais contrairement à ce que notre cerveau pourrait nous laisser croire, au plus l'indice F est petit, au plus notre objectif ouvre grand et donc laissera entrer de la lumière. Évidemment, comme ce serait beaucoup trop facile s'il n'y avait que ça, le fait d'ouvrir plus ou moins votre diaphragme aura un impact considérable sur un autre élément qui définira le rendu de votre photo. J'ai nommé la profondeur de champ. Si ce terme ne vous est pas encore familier, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ma dernière vidéo dans laquelle je définis clairement ce qu'est la profondeur de champ et comment la modifier. Pour l'instant, sachez tout simplement que la profondeur de champ est la distance dans laquelle pourra se déplacer votre sujet tout en étant toujours considéré comme net. Le fait de fermer votre diaphragme en allant vers un indice F élevé donc aura pour conséquence d'augmenter la profondeur de champ. A l'inverse, en ouvrant le diaphragme, vous minimiserez cette profondeur. Et si vous avez bien suivi tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, vous devriez vous demander pourquoi la photo prise à f16 ici n'est pas beaucoup plus sombre que celle prise à f2. Eh bien j'ai justement modifié ici les deux autres éléments que nous allons voir juste après, afin que mon exposition soit la même sur les deux photos. Le second élément qui aura un impact direct sur l'exposition de votre photo est la vitesse d'obturation ou temps de pose. Elle est le laps de temps durant lequel vous laisserez entrer de la lumière dans votre objectif. Par conséquent, en laissant un temps de pose long, vous laisserez entrer de la lumière plus longtemps et donc votre photo sera plus exposée. Attention une fois encore à ce que notre cerveau nous indique instinctivement, un 50e de seconde est bien plus long qu'un centième de seconde. À chaque fois que vous multiplierez par 2 le temps de pause, en passant donc par exemple de 1 centième de seconde à 1 cinquantième de seconde, vous multiplierez par 2 la lumière qui entre dans votre boîtier. Cela revient donc en termes d'exposition à la même chose que si vous aviez ouvert d'un cran votre diaphragme, car on l'a vu, là aussi votre luminosité sera multipliée par 2. A l'inverse, en divisant votre vitesse d'obturation, vous diminuerez l'intensité lumineuse qui entrera. Le point négatif avec le temps de pause, car évidemment il en faut un, c'est qu'au-delà d'une certaine vitesse, vous risquez de voir apparaître du flou dans votre image. En effet, lorsque votre boîtier emmagasine de la lumière, le moindre tremblement ou mouvement de votre sujet sera lui aussi capté et laissera une traînée sur votre photo. Par conséquent, on définit qu'au-delà d'un centième de seconde, il est très conseillé d'utiliser un trépied. Sachez par ailleurs qu'il est parfois très intéressant d'utiliser des temps de pause longs pour certains effets particuliers. Vous avez sûrement déjà croisé ce genre de photo.
ou encore celle-ci. Ces effets ont été créés par des temps de pause très longs, allant parfois jusqu'à plusieurs secondes. A l'inverse, si vous faites de la photographie sportive par exemple, vous serez très certainement intéressé d'utiliser des vitesses d'obturation très rapides afin de figer le mouvement sans aucun flou dans l'image, comme dans cet exemple, ou encore ici avec un mouvement rapide de mon sujet. Voici maintenant le dernier élément qui vous aidera à exposer convenablement vos photos. J'ai nommé l'ISO. À l'époque, on choisissait notre ISO en achetant une pellicule plus ou moins sensible. Lorsqu'on choisissait une pellicule avec un ISO élevé, c'est parce qu'on savait à l'avance que notre série de photos serait réalisée dans des conditions lumineuses basses. Mais en choisissant une pellicule à ISO élevé, on mettait de côté une certaine qualité dans le rendu de l'image. En effet, les grains d'argent qui composaient la pellicule étaient plus gros et donc plus sensibles à la lumière, mais ne permettaient pas un niveau de détail aussi important que les pellicules à ISO faible. Et bien à peu de choses près, c'est la même chose avec nos boîtiers actuels, sauf qu'aujourd'hui on va pouvoir choisir l'ISO avant chacune des photos que l'on va réaliser. Et le problème avec l'ISO, c'est qu'au-delà d'une certaine valeur, qui dépendra de la gamme de votre appareil photo, vous risquez de voir apparaître du grain disgracieux dans votre image. Vous savez, ce sont ces petits grains verts ou bleus qui apparaissent dans votre photo lorsque votre boîtier essaie de recréer une information qui n'existe pas. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'effectuer une petite recherche rapide sur internet ou d'effectuer vos propres tests afin de voir quel ISO ne pas dépasser avec votre boîtier. Retenez juste qu'en règle générale, l'ISO sera le dernier élément que l'on décidera d'augmenter afin de garder comme priorité la qualité optimale de notre image. Bien évidemment, parfois vous n'aurez pas le choix et vous devrez flirter avec les limites que vous impose votre boîtier. Si par exemple un jour vous êtes à ouverture maximale, à la limite en termes d'ISO et à 1 centième de seconde à main levée, et que votre photo est toujours sous-exposée, vous devrez effectuer un choix cornélien, à savoir, soit augmenter encore les ISO et prendre le risque de dégrader votre image, soit augmenter la vitesse d'obturation et donc être très attentif à éviter même les micro-secousses, ou alors laisser votre photo sous-exposée en espérant récupérer certains détails en post-traitement. Voilà, petit récapitulatif rapide, si vous souhaitez plus exposer votre photo, 3 choix s'offrent à vous. Soit ouvrir plus votre diaphragme, soit augmenter les ISO, soit augmenter la vitesse d'obturation. Pour chacun des choix exposés ici, il y aura un impact sur votre photo. En ouvrant plus le diaph, vous minimisez la profondeur de champ. En rajoutant de l'ISO, vous prenez le risque de voir apparaître du grain dans votre image. Et en augmentant la vitesse d'obturation, vous risquez de voir apparaître du flou dans votre photo. A l'inverse, si vous souhaitez sous-exposer une photo, eh bien il vous reste tout simplement à faire tout l'inverse. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu aider certains d'entre vous. Petit indice quant au thème de la prochaine vidéo, l'une des photos exposées dans cet épisode parle du phénomène que nous observerons lors de notre prochain rendez-vous. Pour l'heure, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, bien à vous.